Bonjour! Alors aujourd'hui, on va commencer la section 2 par ce petit vidéo. On va voir le phénomène d'interférence des ondes lumineuses. Donc ça, c'est le chapitre 6 dans votre livre. Donc on va commencer par parler d'une observation expérimentale qui a été faite en 1801 par un physicien du nom de Thomas Young. Alors Thomas Young, il a eu la brillante idée de tenter de voir si on pouvait faire interférer de la lumière. Par exemple, dans le chapitre 3, on a fait interférer du son. On a pris, disons, deux haut-parleurs qui provenaient d'un système de son, donc qui étaient en phase au départ. Puis là, on a regardé, mettons, dans une salle, ben, à différents endroits dans la salle, on avait des interférences constructives et destructives. Mais là, avec la lumière, on peut faire la même chose. Ce que Thomas Young a pensé à faire, c'est de prendre une source lumineuse, puis de la scinder en deux en la faisant traverser deux petites fentes là, dans une plaque. En faisant ça, comme ça provenait de la même source, c'est cohérent, c'est-à-dire que nos deux sources lumineuses, à partir des deux fentes, là, on va avoir deux signaux lumineux qui n'ont aucun déphasage l'un par rapport à l'autre. Puis là, après ça, il est allé observer sur un écran qu'est-ce qu'on constatait qu'on avait. Alors, si la lumière n'avait pas interféré, si elle n'avait pas eu des propriétés ondulatoires, on s'attendait à avoir simplement deux lignes de lumière sur l'écran, un peu comme les deux fentes. Ce qui a été observé finalement, c'était pas tout à fait ça. C'était, en fait, on voyait clairement qu'il y avait un phénomène d'interférence. Donc, on avait une zone d'interférence constructive au centre, beaucoup de lumière. Puis après ça, de part et d'autre, c'était une alternance d'interférence destructive et constructive, avec une intensité ici lumineuse de moins en moins grande là, à mesure qu'on s'éloignait du centre. Alors, ce phénomène-là est venu bouleverser la communauté scientifique parce que depuis au moins un siècle, là, on acceptait que l'hypothèse de Newton comme quoi que la lumière, c'était un flux de particules. Mais un flux de particules, on aurait juste vu deux petites lignes lumineuses sur l'écran. Donc, ça ne concordait pas avec les observations faites par l'expérience de Young. On a donc accepté que, à partir de ce moment-là, la lumière devait être une onde. On va voir plus tard que c'est plus complexe, mais on va suivre le cours historique là, des découvertes. Fait que, des années 1800, on a donc mis de côté l'hypothèse de Newton, puis on s'est dit, OK, non, la lumière, c'est une onde lumineuse. Alors, comme nos deux sources lumineuses étaient cohérentes, c'est-à-dire il n'y avait pas de déphasage là, à partir du moment où elles sortaient des deux fentes, l'interférence sur l'écran était due à une différence de marche entre le chemin suivi par les deux faisceaux de lumière, dépendamment d'où est-ce qu'on se trouvait sur l'écran. Un peu comme dans une salle, si on considère le chemin suivi par les ondes de deux haut-parleurs, les ondes sonores, ben, on va arriver à une différence de marche variée selon la position dans la salle. Ben là, c'est varié selon la position sur l'écran. On va ici donc faire appel au phénomène d'interférence constructive et destructive, tout comme on l'a fait pour les ondes mécaniques. L'interférence constructive, ça va se produire quand on arrive ici à la réception des ondes. Dans notre cas, ce serait l'écran là, qui serait à droite de l'animation. Bien, l'interférence constructive, c'est quand nos ondes sont en phase à l'arrivée sur l'écran. Fait que ça crée une zone qui est claire, très lumineuse. On sait qu'à ce moment-là, la différence de marche suivie par le parcours des deux ondes devrait être égale à un multiple entier de la longueur d'onde. Remarquez que dans le chapitre 6 et 7, on a changé le N pour un M. C'est pour ne pas faire de confusion, je pense, avec l'indice de réfraction qui est un symbole N. Donc, M, c'est un entier là, qui prend les valeurs 0, 1, 2, ainsi de suite. Okay? Donc, ça représente ce que vous connaissez déjà comme équation. L'interférence destructive, elle, va se produire si, à l'écran, à droite, nos ondes arrivent et sont en opposition de phase parfaite. Donc, elles atteignent des points maximales et minimales au même moment. Fait que la somme des deux ou la juxtaposition des deux ondes crée un total de 0. Et à ce moment-là, on a l'interférence destructive parfaite. Ça correspond alors à une différence de marche qui est égale à un multiple impair fois la demi-longueur d'onde. Donc, tant qu'on est décalé de une demi-longueur d'onde, 3 demi-longueurs d'onde, 5 demi-longueurs d'onde, etc., on a une interférence destructive au bout du compte. Dans la parenthèse ici, c'est la succession des chiffres impairs, donc 1, 3, 5, 7. Puis, pour obtenir ces valeurs-là, on peut utiliser que notre parenthèse correspond à 2 fois le multiple entier m à partir de 0, plus 1. Puis, à ce moment-là, on obtiendra que la parenthèse, c'est les chiffres impairs.
Donc ici, voici une vue de côté, ou en fait, c'est peut-être plus du haut, là, ça dépend comment on place nos fentes, là, mais de l'expérience de Young, on va dire une vue du haut là, par rapport au schéma qu'on avait dans la page, 2 pages avant. Là. Alors, on a nos fentes qui sont séparées d'une distance D minuscule. C'est le symbole qu'on va utiliser. Remarquez que là, j'ai agrandi ça parce que ces fentes-là, là, la distance D, c'est en petite fraction de millimètre. C'est très petit. Donc, on a des fentes qu'on faisait, par exemple, à l'époque, là, on prenait une plaque de vitre, on mettait de la peinture noire, puis on prenait une lame de rasoir, puis on faisait 2 petites lignes très, très, très rapprochées. Donc, c'est tout petit. OK, on a des petites fentes, puis l'espace entre les deux, c'est très petit. On va voir que c'est important, ce facteur-là, parce qu'on va pouvoir faire une approximation plus tard que notre angle d'observation sur l'écran, c'est un petit angle. Ensuite, entre notre plaque avec nos fentes puis l'écran, on a une distance L majuscule. Ça, c'est au moins quelques dizaines de centimètres. Donc, par rapport à D, c'est en réalité très, très grand. Mais pour les fins de représentation ici, pour qu'on voit bien les choses, j'ai agrandi le D. Donc là, on va s'intéresser à l'interférence sur un point P sur l'écran quelconque. Donc, on va représenter la position du point P le long d'un axe qu'on va dire Y. Puis, d'un côté du centre, ça va être les positifs, puis de l'autre bord, ça va être les négatifs. Mais remarquez qu'il y a ici une symétrie parfaite entre les positifs et les négatifs. Fait que si on fait une analyse du côté positif, on a exactement le même phénomène de l'autre côté là, à égale distance par rapport au point central. Donc, ça, c'est la position de notre point d'observation sur l'écran. Ce point-là, il est peut-être noir s'il est en interférence destructive, il est peut-être éclairé s'il est en interférence constructive. Il pourrait même aussi avoir une interférence quelconque si on est entre une zone sombre et une zone claire. Alors, on va représenter la position angulaire de ce point-là par l'angle θ dans le schéma ici, qui est l'angle de projection entre le centre de l'écran, qui est vis-à-vis le centre des fentes, de la paire de fentes, puis le point P. Si on trace le parcours suivi par nos ondes lumineuses provenant de chacune des fentes, bien, dans le cas où on a le point P qui est illustré ici, les ondes qui viennent de la fente d'en bas ont parcouru plus de chemin que celles de la fente du haut. Donc, ça crée ici qu'au point P, on a des ondes qui vont se superposer avec une différence de marche. La différence de marche, ici, on la voit, là, c'est dans le fond le parcours supplémentaire que font les ondes qui proviennent de la fente d'en bas par rapport à celles qui proviennent de la fente d'en haut. En faisant apparaître la différence de marche, ça nous fait apparaître un petit triangle dans notre schéma. Okay? Alors, on a ce petit triangle-là qui est sous-tendu avec une hypoténuse de valeur D. Puis, on va aller s'intéresser à l'angle au sommet dans le triangle en gris et on va constater qu'il s'agit du même angle que l'angle qu'on a pour la position sur l'écran du point P. Pourquoi il s'agit du même angle? C'est que les deux côtés de cet angle-là, ici, au sommet du triangle gris, sont chacun perpendiculaires aux deux côtés de notre grand triangle de la position, la projection de la position Y. Donc, il s'agit du même angle θ. Ça forme un triangle rectangle ici et on peut aller exprimer l'angle θ par rapport aux valeurs D et différence de marche. C'est la différence de marche qui nous intéresse ici. Okay, donc, on peut dire que le sinus de l'angle θ au sommet du petit triangle gris serait égal à notre différence de marche sur D parce que c'est le côté opposé à θ sur l'hypoténuse. Maintenant, on va isoler la différence de marche. Elle correspond donc à D fois sin de θ. Mais sin de θ, c'est le sinus de notre petit angle dans le triangle gris, mais c'est aussi le sinus de l'angle de la position qu'on peut dire angulaire sur l'écran. Mais ce grand triangle-là, avec notre angle θ, il y a deux côtés du triangle qu'on peut facilement mesurer en laboratoire. C'est-à-dire mesurer θ de façon directe avec un rapporteur d'angle, c'est pas vraiment possible. On voit pas la lumière qui se promène dans la classe, là, qui fait une belle ligne droite qu'on pourrait aller mesurer avec un rapporteur d'angle. Mais on peut aller sur l'écran identifier la position centrale qui est la plus lumineuse, puis aller mesurer avec une règle la position Y du point P. Donc, on va avoir une valeur en centimètres, en millimètres, mesurable assez facilement, directement. La valeur L aussi, le paramètre L, est facilement mesurable. C'est la distance entre la plaquette où on a nos fentes, puis notre écran.
Donc, on voudrait exprimer θ en fonction des valeurs y et l qu'on peut aller chercher en laboratoire. Là, quelque chose qui est bien pratique, c'est que, je l'ai mentionné tantôt, notre segment ici, D, est extrêmement petit par rapport à L. Okay? On parle ici de fractions de millimètres pour D et de dizaines de centimètres pour L. Ça fait en sorte que la position angulaire θ est un angle très petit. On n'est même pas proche du 20 degrés, là. Donc, c'est quelques degrés. On avait vu que lorsqu'un angle est inférieur à 20 degrés ou l'équivalent radian, on peut appliquer des approximations des petits angles. Donc, les approximations des petits angles, entre autres, on pouvait dire que le sinus d'un angle est à peu près égal à la tangente de l'angle, parce que les deux fonctions proches d'un angle de 0 sont une par-dessus l'autre. Mais la tangente de l'angle θ, L, on peut l'exprimer avec Y et L, parce que c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, on peut remplacer notre équation de gauche par l'équation approximative ici à droite. La différence de marche va être approximativement égale à D, la distance, la séparation entre les deux fentes, fois ensuite Y, la position sur l'écran du point P par rapport au centre, divisé par L, la distance entre les fentes et l'écran. Donc, ce sont tous des paramètres ici qu'on peut aller mesurer assez facilement en laboratoire pour aller estimer de façon très quand même fiable la différence de marche. Là, on a mis un signe approximativement égal, là, mais l'angle est tellement petit que on pourrait presque mettre un égal. Pour les fins pratiques là, avec lesquelles on travaille à plusieurs décimales, il n'y aura pas de problème, ça va être pile dessus. Dans le fond, quand on va aller la semaine prochaine observer le patron d'interférence causé par des fentes de Young, on va aller examiner des points où c'est sombre, des points où c'est clair. À ce moment-là, on va vouloir valider les expressions qu'on vient de trouver. Que la différence de marche ici s'exprime comme dy sur L. Puis si on est en train d'analyser un point clair, on va dire que dy sur L est égal à m lambda, le critère d'interférence constructive. Puis, au contraire, si la tâche qu'on examine est sombre, bien à ce moment-là, on va dire plutôt que dy sur L est égal à un multiple impair, là, la parenthèse 2m plus 1, fois lambda sur 2. Donc, ça va nous permettre ici d'aller valider ces équations-là. Le paramètre m dans nos équations pour les interférences constructives et destructives, bien, il va augmenter à mesure qu'on s'éloigne du centre. Okay? Fait que la première tâche lumineuse, bien, celle du centre, c'est m égale 0. Puis après ça, on va avoir la prochaine à côté, ça va être m égale 1, m égale 2, etc. On appelle ça l'ordre de la frange lumineuse qui est observée sur l'écran. Puis même chose pour les zones sombres. Il n'y a pas de zone sombre au milieu. Fait que la première zone sombre sur les côtés de part et d'autre du centre de l'écran, ça va être le premier chiffre impair. Donc, ça va être m égale 0, mais on va être déjà à la première frange sombre. Okay? Puis après ça, m égale 1, m égale 2, et ainsi de suite, du côté positif ou négatif. Donc, ça, c'est symétrique. Maintenant, on va aller retourner sur le fait que les ondes, c'est-à-dire la lumière, ce sont des ondes lumineuses. À peu près à la même époque, dans les années 1800, on a solutionné un système d'équations qu'on appelle les équations de Maxwell, puis on a compris différentes choses sur les ondes lumineuses. Les ondes lumineuses, on a compris qu'elles sont des ondes électromagnétiques. Donc, on a une accélération ici qui va créer des ondes lumineuses, ou ainsi de suite. Les ondes électromagnétiques sont créées par des charges électriques qui accélèrent. Donc, dès qu'il y a un changement de vitesse d'une charge électrique, elle va causer une onde lumineuse, elle va émettre une onde électromagnétique. Les ondes électromagnétiques, on l'a déjà mentionné, elles peuvent se propager dans le vide ou dans la matière. Donc, contrairement aux ondes mécaniques, elles peuvent se propager dans l'espace aussi. Puis, dans l'espace ou dans le vide, toutes les ondes lumineuses, toutes les ondes électromagnétiques ont une vitesse constante qui est de 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. On va voir tantôt d'où vient ce chiffre. Mais comme c'est une constante pour toutes les ondes électromagnétiques dans le vide, on va lui donner un symbole qui est le C. Okay? Donc ça, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. C égale 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Et comme pour les ondes de matière, la vitesse d'une onde, de propagation d'une onde, c'est la fréquence fois sa longueur d'onde. La fréquence de l'onde fois sa longueur d'onde. Donc ici, si on est dans le vide, remarquez ça c'est valide pour le vide, là, la vitesse de la lumière, 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde va être égale à la fréquence de l'onde électromagnétique fois sa longueur d'onde.
C'est pas une nouvelle équation, c'est juste qu'on continue d'appliquer V égale lambda F, mais si on est dans le vide, la vitesse est la valeur C. Si on regarde ici le spectre électromagnétique, on commence par l'extrémité des rayonnements qui ont le plus d'énergie. Ça, ce sont les rayons gamma, donc la radiation nucléaire, la radioactivité. À ce moment-là, on a une longueur d'onde qui est vraiment courte, okay, donc toute petite, puis une fréquence qui est très, très grande. Mais comme la vitesse de la lumière dans le vide est constante, ben, à mesure que la longueur d'onde augmente, la fréquence, elle, va diminuer. En s'en allant dans cette direction-là, avec une longueur d'onde qui augmente, une fréquence qui diminue, l'énergie transportée par ces ondes-là va aller de façon décroissante. Fait que après ça, après les rayons gamma, on a les rayons X qui transportent un peu moins d'énergie que les rayons gamma, mais quand même très énergétiques. Et c'est suivi ensuite des rayonnements ultraviolets. Les rayonnements ultraviolets, c'est une gamme de rayonnements qui se termine à la couleur violet là, où commence le visible. Donc, c'est comme l'extrémité du spectre visible quand on sort du spectre visible après le violet. Le visible s'étend du violet en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel jusqu'au rouge. Donc, le rouge, c'est une couleur dont l'onde transporte un peu moins d'énergie, par exemple, que le violet. Ici, on voit que ça s'étale de 400 à 750 nanomètres, mais il faut savoir que la fin du rouge, là, on ne voit pas très bien ces couleurs-là avec l'œil humain. Pour faire un chiffre rond, là, dans le livre, les exercices, on va considérer, à moins d'indications contraires, que le visible s'étale de 400 à 700 nanomètres. Je vais le répéter plus tard. Là. Après, le rouge, quand on baisse encore un peu le niveau énergétique des ondes, puis que la longueur d'onde augmente encore un peu, on se retrouve dans l'infrarouge. L'infrarouge, c'est des ondes de chaleur. Et c'est suivi après ça de la gamme des micro-ondes. Puis, pour terminer, on a les ondes radio, dont la longueur d'onde est très grande. Là, ça peut aller jusqu'à des milliers de mètres. Alors, les ondes électromagnétiques, on peut aller chercher leur équation à partir de la résolution des 4 équations de Maxwell. Les équations de Maxwell, c'est un système d'équations dont vous avez vu chaque morceau là, dans votre cours d'électricité et magnétisme. On ne va pas se faire le plaisir de résoudre le système d'équations. C'est très compliqué, plusieurs pages de calcul, mais sachez qu'en faisant beaucoup d'algèbre avec ça, on peut arriver à trouver les équations suivantes. On obtient que la lumière est une onde sinusoïdale progressive, composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui oscille. Donc, onde sinusoïdale progressive, c'est ce qu'on a vu pour les ondes mécaniques là, dans la plupart des cas. C'est celle qui nous intéressait le plus. Fait qu'on a cette forme-là aussi pour la lumière. La lumière se propage toujours dans le vide à la vitesse C, de 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, mais ça vient des équations de Maxwell ici. C, c'est calculé en faisant 1 sur racine carrée de la perméabilité du vide et multiplié par la permittivité du vide. Les champs électriques et magnétiques aussi sont toujours oscillants dans des directions perpendiculaires entre eux. Puis elles sont aussi perpendiculaires, ces deux directions-là, à la direction de propagation. Donc ici, on peut voir une modélisation. Supposons que le vecteur en rouge ici, c'est l'oscillation du vecteur champ électrique de l'onde lumineuse, puis en bleu, c'est le vecteur champ magnétique. Donc elles sont perpendiculaires entre elles, ces deux directions-là, puis perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. Les ondes lumineuses obéissent aussi au principe de superposition. Donc, on peut additionner une équation d'onde lumineuse avec une autre pour obtenir la résultante qui va être observée. Les champs électriques et magnétiques d'une même onde possèdent la même équation. Autrement dit, ils ne sont pas déphasés entre eux. Ils atteignent leur maximum et leur minimum au même moment, au même endroit dans l'espace. Maintenant, voici les équations qui pourraient représenter là, le vecteur champ électrique, champ magnétique d'une onde lumineuse sinusoïdale progressive. Fait que c'est la forme qu'on connaît, une onde sinusoïdale progressive. J'ai pris ici un exemple. On aurait Kx moins oméga t, donc ça voyagerait dans la direction des x positifs. On aurait aussi une amplitude maximale pour le champ électrique, donc l'amplitude serait E0, puis quand c'est le champ magnétique, ce serait B0. Donc là, on va aller regarder comme elles obéissent au principe de superposition. Ben, qu'est-ce qui arrive à deux ondes lumineuses lorsqu'on les reçoit sur un écran, par exemple, dans le système
des fentes de Young. Fait que si on fait la somme de deux ondes identiques, qui sont déphasées à cause qu'ils ont une différence de marche là, par rapport à leur chemin qui n'est pas le même, elles arrivent à l'écran avec une différence de marche qu'on peut exprimer aussi en différence de phase. Là, on a simplifié l'équation en fixant la position X parce qu'on s'intéresse à un point sur l'écran. Donc, la position X étant fixe, on l'a juste enlevé des deux équations pour regarder comment oscille le vecteur champ électrique résultant sur l'écran. Donc, ici, on s'intéresse à l'oscillation ou le mouvement harmonique simple à la position de l'écran. Fait que si on fait la somme des deux vecteurs champ électrique ici, on peut mettre leur amplitude en évidence parce qu'elle est la même. On a pris un cas où est-ce qu'elle est la même juste pour regarder un cas de base, mais bien sûr, si elle était différente, on pourrait faire l'addition à partir des vecteurs de Fresnel. Mais là, on va le faire simplement avec l'identité en mettant en évidence leur amplitude. Donc ici, on va se retrouver avec la somme de deux sinus, puis on va faire appel à notre identité trigonométrique de sin de A plus sin de B. On applique ça à notre équation, puis on va se retrouver avec un 2 en avant là, devant l'amplitude, puis on a les termes cosinus et sinus. Dans le terme cosinus, les valeurs oméga t s'annulent, puis on retrouve cosinus de moins phi sur 2, mais le cosinus d'un angle négatif est égal au cosinus de l'angle positif, fait que juste par souci de concision, on enlève le moins ici, puis on se retrouve avec l'équation suivante. C'est pas une grande surprise parce qu'on a déjà fait cette analyse-là pour des ondes qui provenaient des ondes sonores, là, de deux haut-parleurs différents. On les avait additionnés puis on avait obtenu la même forme. C'est juste qu'au lieu d'avoir une amplitude initiale A, ici notre amplitude, c'est l'amplitude du champ électrique d'une des fentes. Remarquez que je n'ai pas parlé du champ magnétique parce qu'il se comporte de la même façon que le champ électrique. Fait que si on calcule un des deux, on peut déduire l'équation de l'autre. Qu'est-ce qu'on constate ici? C'est qu'on retrouve un champ électrique résultant sur l'écran à la position P qui correspond à 2 fois l'amplitude du champ électrique d'une fente fois le cos de phi sur 2. Donc, une amplitude qui dépend du déphasage entre nos deux ondes, puis le déphasage est dû à la différence de marche. Fait qu'autrement dit, le champ électrique résultant, tout dépendant à quelle position qu'on est sur l'écran, on peut calculer une différence de marche, la transformer en déphasage, puis là, on peut obtenir l'amplitude sur l'écran. Bon, l'écran, je parle de l'écran, là, mais qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux? Ce n'est pas l'intensité du vecteur champ électrique. Nos yeux ne détectent pas le champ électrique, ils détectent plutôt l'intensité lumineuse. L'intensité lumineuse, c'est quoi? C'est la puissance lumineuse par unité d'air, donc des watts par mètre carré. On ne fera pas une analyse détaillée de ça, mais sachez que la puissance est proportionnelle à l'amplitude au carré du champ électrique. OK? Fait que cette proportionnalité-là, ça veut dire que si nous, ce qu'on observe, c'est puissance sur unité d'air, ben pour une surface donnée, notre puissance va être proportionnelle au carré ici de notre amplitude calculée pour le champ électrique. Donc, l'intensité lumineuse résultante sur l'écran, ce qu'on peut voir avec nos yeux, ça va être le carré de l'amplitude du champ électrique. Donc, 2 ici au carré donne 4. Le vecteur, l'amplitude du vecteur champ électrique d'une des fentes, on va le remplacer ici plutôt par, comme on parle de l'intensité, ça va être l'intensité lumineuse d'une des fentes, I0, puis cos carré de phi sur 2. Donc, ici, on a déjà mentionné que l'intensité lumineuse, c'est des watts par mètre carré, mais on va rarement travailler avec ces unités-là parce qu'on va plutôt s'intéresser à la fraction ou le pourcentage. Par exemple, si le déphasage était une certaine valeur qui faisait en sorte que quand on calcule notre cosinus carré, on obtient 0,5, on pourrait dire que notre intensité résultante correspondre à cet endroit-là sur l'écran, ça serait 0,5 fois l'intensité au centre, qui est le 4I0. Ou encore, on pourrait dire que l'intensité résultante, c'est 4 fois 0,5, donc 2 fois l'intensité d'une des fentes, le I0. Okay? C'est que ça dépend si on veut un pourcentage de l'intensité du milieu là, de l'écran. L'intensité du milieu de l'écran, c'est 4I0. Ou si on veut un pourcentage par rapport à l'intensité d'une des fentes, ça c'est le I0.
OK? Fait qu'on va s'intéresser si c'est 0,5, c'est 50%, 0,25, 25%, etc., plutôt que de travailler avec des valeurs d'intensité précises, là. Donc, si on trace le profil d'intensité lumineuse en fonction de l'angle de déphasage, bien sûr, au centre de l'écran, il est de 0. Phi est égal à 0 au centre de l'écran. Donc, on a l'intensité lumineuse maximale au centre de l'écran de 4 fois l'intensité lumineuse d'une des fentes. Donc, si après ça, on s'éloigne sur l'écran, le déphasage va tranquillement augmenter. Il va aussi augmenter de l'autre bord du côté des négatifs. Puis là, on va avoir une certaine périodicité parce qu'on a une fonction cosinus au carré. Donc, ça ne va jamais être une intensité lumineuse négative parce que le cosinus est au carré. On va avoir plutôt comme un minimum suivi d'un maximum, minimum, maximum. Là, je veux juste vous convaincre que ici, quand on augmente le déphasage, c'est comme s'éloigner sur l'écran parce qu'il y a une proportionnalité directe entre phi et y, la position d'un point sur l'écran. Pourquoi? La différence de marche en mètres correspond approximativement à notre constante, là, la distance entre les deux fentes D, fois la position sur l'écran Y par rapport au centre, divisé par L, la distance entre les fentes et l'écran. Mais on sait aussi que si on veut transformer notre différence de marche en radians, on utilise le produit croisé delta sur lambda égale phi sur 2pi. Donc là, j'ai inséré l'équation de gauche dans l'équation de droite, puis j'ai été isoler phi pour avoir une expression, donc, quel est le déphasage en radians pour une valeur de position y en mètres. Tous les autres paramètres, ce sont des constantes de notre dispositif. OK? Fait que vous voyez qu'à mesure que l'angle phi de déphasage augmente, ben c'est équivalent à s'éloigner du centre sur l'écran, la position y augmente. On voit ici qu'effectivement, sur l'écran, on a une tache sombre à côté du milieu de chaque barre. Après ça, c'est suivi d'une tache claire, une tache sombre, une tache claire. Donc, c'est espacé régulièrement aussi. Remarquez que la réalité, quand on va faire le laboratoire, on n'a pas tout à fait le profil d'intensité qu'on voit ici avec la fonction qu'on a été calculée dans l'encadré. Parce que le 4I0 qu'on a au centre d'écran, l'intensité lumineuse maximale, n'est pas retrouvé parfaitement après ça à mesure qu'on s'éloigne. Vous voyez ici, la réalité, c'est que l'intensité lumineuse au premier point d'interférence constructive est plus basse que 4I0, puis après ça, c'est encore plus basse. Okay? Donc ici, il y a un phénomène qu'on n'a pas encore pris en considération qui s'appelle la diffraction. Puis ça va être vu au chapitre suivant, chapitre 7. Fait que pour l'instant, si on vous demande quel est le pourcentage d'intensité à quelque part sur l'écran, une position Y, ou encore pour un certain déphasage phi, comme on n'a pas encore appris quelle est la contribution de la diffraction à notre fonction d'intensité, ben on va calculer selon l'encadré qui est ici. Au chapitre 7, ce qui va arriver, c'est qu'on va calculer l'impact de la diffraction sur l'intensité, puis là, on va avoir une équation ici où est-ce que notre cos carré de phi sur 2 il est multiplié par une autre fonction. Mais on n'a pas encore le terme qui va suivre, donc je veux juste vous expliquer qu'au chapitre 6, des exercices du chapitre 6, même si l'équation n'est pas encore complète, si on vous fait faire des calculs d'intensité, vous prenez l'équation qu'on a été calculée jusqu'ici, qui est due à seulement l'interférence. OK? Fait que c'est juste quand vous allez faire les analyses au chapitre 7 que là, vous allez prendre l'équation au complet. En lien avec l'interférence, phénomène d'interférence, on a un appareil ici bien important dans la physique là, qui s'appelle l'interféromètre de Michelson. Donc, je vais commencer à vous le décrire. On va le voir aussi en laboratoire un peu plus tard dans 2 semaines. Puis, on va voir aussi, là, il y a eu plusieurs expériences importantes qui ont été faites à partir d'interféromètres de Michelson variés, là. Mais en gros, ce dispositif-là, c'est qu'on a une source lumineuse, supposons un laser ici, qui va être dirigé vers un miroir semi-réfléchissant. Donc, un miroir qui réfléchit 50% de la lumière et qui en laisse traverser un autre 50%. Donc, en faisant passer notre rayon laser sur le miroir semi-réfléchissant, il va se scinder en deux. On va avoir une partie, 50% du signal laser, qui va se diriger vers un premier miroir 1 et revenir. Puis, l'autre 50% de la lumière va se diriger vers un miroir 2 et revenir. Puis après ça, pour le miroir 1, pour le retour du faisceau par le miroir 1, on va avoir une partie de l'onde qui va traverser.
et qui va se rendre sur un écran. Puis, même chose aussi pour le miroir 2. On va avoir une partie de l'onde qui réfléchit sur le miroir 2 qui va se rendre à l'écran par réflexion. Et donc, on va avoir superposition à l'écran d'une onde du laser qui provient du miroir 1 et une onde qui provient du miroir 2. Le miroir 1 est différent du miroir 2 parce qu'il est mobile. Donc, on peut déplacer ici la position très finement pour ce miroir-là à l'aide d'une vis micrométrique. En faisant ça, on va faire en sorte que notre trajet ici pour la lumière provenant du miroir 2 après réflexion, puis celle du miroir 1 après réflexion, n'aura pas le même parcours. Okay? Puis on va pouvoir faire varier le parcours de la lumière, le faisceau qui passe par le miroir 1. C'est un petit peu comme ce qu'on avait dans le tube de Koenig, dans le fond, avec le son. On avait une branche du tube de Koenig, le trombone de Koenig, on pouvait allonger, puis l'autre branche qui était de longueur stable. Fait que c'est similaire à ça ici. On peut allonger ou rétrécir le parcours suivi par la branche ici, où est-ce que notre faisceau laser se dirige vers le miroir 1 et réfléchit. Bref, on va avoir une différence de marche qui va être modifiable entre nos deux faisceaux qui arrivent à l'écran. Fait que ça va faire en sorte que sur l'écran, on va avoir un phénomène d'interférence, mais comme il s'agit vraiment d'un faisceau laser qui est dans le fond rond, l'interférence va être de forme circulaire. Okay? Au centre, on va avoir une frange qui va être soit sombre ou claire, puis ça va être suivi là, périodiquement d'interférences destructives, constructives, etc., s'éloignant du centre. Fait qu'on peut ici, en modifiant, en tournant la petite vis qui permet de bouger légèrement le miroir 1, on peut faire en sorte que le milieu il est sombre. Puis après ça, on continue de tourner la vis, le milieu devient clair, ensuite il redevient sombre. Ça, c'est dû au fait qu'on fait varier notre différence de marche ici du parcours 1 par rapport au parcours 2. Puis là, ce qui arrive, c'est que successivement, on tombe sur une interférence constructive, une interférence destructive, etc. On sait que quand que le point central va passer, mettons, d'un point clair à un point sombre, ou sombre à clair, vice-versa, c'est que nos deux rayons qui ont fait le parcours, ils ont cumulé une différence de marche supplémentaire de une demi-longueur d'onde. Parce qu'entre une interférence constructive et une interférence destructive, on a une différence de marche d'une demi-longueur d'onde, vu que nos interférences constructives se font à multiples entiers de longueur d'onde et les interférences destructives se font à des multiples impairs de demi-longueur d'onde. Alors, ça va nous permettre ici, en fait, de calculer, par exemple, avec assez de précision, la longueur d'onde d'un faisceau laser. C'est que si on sait de combien on a déplacé notre miroir 1 pour passer d'une interférence constructive à destructive ou vice-versa, on sait que la différence de marche, donc ici, ça va être l'aller-retour dû au décalage de la position du miroir 1, bien, ça va correspondre à lambda sur 2. Fait que comme le faisceau, justement, du miroir 1, ça a fait un aller-retour, là, ce faisceau-là, le miroir, lui, il a bougé juste la moitié de la différence de marche, donc de lambda sur 4. Fait en posant l'égalité comme ça, on va pouvoir aller calculer la longueur d'onde avec précision. Alors, les ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est? On commence à voir. Là, on voit les deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, des images qui ont été générées à partir des équations même d'Einstein. On voit le trou noir plus gros qui a été formé et qui comporte donc une masse légèrement plus petite que celle des deux autres trous noirs parce que leur fusion, n'est-ce pas, a envoyé des ondes gravitationnelles dans l'univers. On voit les ondes gravitationnelles qui ont été créées par le mouvement de ces trous noirs. Le trou noir principal a été formé. Les ondes gravitationnelles se sont propagées à travers l'univers à la vitesse de la lumière. On le voit, c'est comme des ondes dans un lac sur lequel on a lancé une pierre. Et ces ondes gravitationnelles-là sont arrivées à la Terre maintenant, mais elles sont parties il y a 1,3 milliard d'années, à peu près au moment où les êtres multicellulaires commençaient sur Terre. Et on voit que les ondes gravitationnelles transforment, modifient l'espace autour de la Terre et la Terre elle-même. On l'a vu vibrer. Il ne faut pas s'inquiéter, là, elle n'a pas vibré à ce point-là. Ça, c'est simplement pour qu'on puisse mieux voir l'effet des ondes gravitationnelles. Einstein a prévu ça. Il a prédit ça. Pourquoi il a prévu ça dans la foulée de sa thèse sur
La relativité? La relativité générale qui a été publiée en 1915. Imaginez, Einstein qui était dans la vingtaine, avec seulement un stylo et un crayon et des mathématiques supérieures, a réussi à développer la théorie de la relativité générale. Et dans cette théorie-là, il prédisait que les ondes gravitationnelles seraient créées par le mouvement de masse très importante dans l'espace. Mais maintenant, on a un télescope gravitationnel qui nous permet de voir, en fait, d'entendre des événements cataclysmiques qui se produisent dans l'univers. D'ailleurs, on voit ici le détecteur qui est le LIGO, ou LIGO, comme on dit en français. C'est comme un pipeline, ça. Ben, ça ressemble, mais c'est pas pareil. En fait, c'est une grande antenne en forme de L, et cette antenne-là, au fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détecte le passage d'ondes gravitationnelles sur Terre. Pourquoi? Parce que chacun des bras de cette antenne-là ont une longueur fixe de 4 km. Quand une onde gravitationnelle passe, telle qu'Einstein l'a prévu, cela déforme l'espace tout autour, en fait, tout l'espace du secteur, et pour détecter un changement de longueur ou un bras qui se rapetisserait à cause du passage de cette onde gravitationnelle, on a un faisceau laser dans chacun de ces bras-là. Et le faisceau laser mesure très exactement la longueur de chacun des bras. Quand l'onde gravitationnelle est passée, on a détecté un changement de longueur. Il y a un bras qui s'est allongé, l'autre s'est raccourci. C'est tout petit, là, dans les petites particules. Là. De la taille d'un proton, d'une particule atomique. C'est vous dire comme cet instrument le plus précis du monde et d'une précision absolument fabuleuse. Il y en a deux. Il y en a un en Louisiane qui a détecté d'abord le signal et en Italie, toujours aux États-Unis, 7 millisecondes plus tard, il y a un autre détecteur dans l'État de Washington qui a aussi détecté la même onde gravitationnelle. Et ça, c'est très important parce que si on la voit ici, l'onde gravitationnelle qui a été détectée d'abord en Louisiane, on voit celle qui a été détectée ensuite 7 millisecondes plus tard dans l'État de Washington. Ça, c'est très important parce que c'est un instrument capital qui va transformer l'astronomie. C'est incroyable parce que là, est-ce que ça va nous permettre d'en savoir plus en terminant sur le Big Bang? Le lien avec le Big Bang, c'est quoi? C'est 13 milliards d'années, le Big Bang? Un peu plus, 13 milliards, autour de 500 millions d'années, c'est un peu contesté. Il y a un lien entre les deux? Oui, parce qu'au moment du Big Bang, la prédiction, en fait d'Einstein aussi, c'est que cela allait créer des ondes gravitationnelles extrêmement puissantes. Cette déflagration du début du cosmos a créé des ondes gravitationnelles qui nous parviennent encore aujourd'hui, des milliards d'années plus tard. Incroyable.